Dimanche 24 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le président de la République, Patrice Talon, s'est prononcé ce samedi sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les suscitations des candidatures d'Olivier Bokor à l'élection présidentielle de 2026, les raisons ayant conduit à la réconciliation du président Talon avec son prédécesseur Thomas Boniaï, la rencontre avec les responsables du parti d'opposition, les démocrates et bien d'autres. Vous suivrez en début de cette édition la substance de l'entretien du chef de l'État. Le projet participe au DEL piloté par l'ONG Altrès Social Watch Bénin et VNG International a primé les meilleures investigations de la presse écrite sur les faits de corruption. C'était ce vendredi 22 décembre 2023 au Bénin Royal Hotel de Cotonou, le film de la remise de prix dans ce journal. Le directeur de l'OBSSU, Donald Akakpo, son comptable et une troisième personne mis en cause dans le dossier de détournement présumé de 2,5 milliards de francs CFA ont comparu cette semaine devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Une affaire qui suscite des commentaires au sein de l'opinion publique. Au total, près de 2 milliards de francs CFA ont été détournés. À suivre dans un instant les impressions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce journal. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a livré ce samedi 23 décembre 2023 un entretien exclusif avec des professionnels des médias. Diffusé sur la télévision nationale et relayé sur plusieurs autres chaînes de télévision, le chef de l'État béninois s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment sa succession à l'élection présidentielle de 2026, avec une éventuelle candidature de son ami et collaborateur Olivier Bokor. J'ignore si mon ami Olivier Bokor est candidat à la présidentielle de 2026, a laissé entendre Patrice Talon. À ce propos, suivez un extrait de son argumentaire. Vous savez, comme je viens de vous le dire, cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026, parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore 2 ans. Et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. Donc l'avenir, pareil, est rythmé aussi, tout ce qui vient devant est rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan. Parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance et occupaient les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également que
fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, cette réforme est un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes. L'Assemblée nationale aujourd'hui comporte 3 partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum 4 ou 5 grands partis au plus au Parlement. Et nous avons également, dans la réforme, souhaité, et cela a été acté dans tous les dispositifs de la réforme, que ce sont les partis qui font la compétition, qui produisent les candidats, qui font la promotion des candidats et qui présentent les candidats, notamment aux élections communales, les élections législatives. Et que, y compris pour l'élection majeure, il fallait que ce soit les partis qui soient à l'initiative et à double les candidats pour qu'il y ait une cohérence entre la gouvernance au niveau central, au niveau législatif et au niveau local. Toute chose indispensable à la bonne marche d'un pays en développement. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni l'FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages, et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Oui. Donc, il ne faut pas permettre cela. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Boko. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat, je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qui vont promouvoir en 2026. Le chef de l'État n'a pas manqué de se prononcer également sur sa rencontre avec les responsables du parti d'opposition, les démocrates. Patrice Talon affirme n'avoir jamais bénéficié d'un pardon de Boni-Yayi. Au cours de l'entretien, le chef de l'État béninois a donné sa version des événements ayant conduit à la réconciliation avec son prédécesseur en 2014. Suivons ensemble. Bon, cela m'amuse. Cela m'amuse. La chute de votre question m'amuse beaucoup. Parce que j'ai entendu dire ici et là, Patrice Talon lui-même a bénéficié du pardon de son prédécesseur. Et puis aujourd'hui, il refuse le pardon à des exilés politiques ou à des condamnés politiques. Vous voulez savoir, vraiment? Bien sûr. Alors moi, je vais demander. Parce qu'il est important que les Béninois, le peuple béninois, sache ce qui se passe parfois au sommet de l'État. Au niveau des plus gros responsables, à qui ils confient pour un temps notre destin commun. Et je vais demander à mon aîné, au président Yayi Boni, mon prédécesseur, d'accepter que nous ayons des discussions, on va faire ce qu'on appelle la tchakodi, sous la bras palabre. Et on va s'asseoir avec certains, puis on va parler, on va faire l'histoire, de rappeler les faits qui se sont passés à cette époque, notamment entre lui et moi. Mais qui ne sont pas des choses qui concernent vraiment le Bénin, parce que ça a été un conflit entre deux personnes. Et ça, je l'ai rappelé un peu en 2016.
Parce que des personnes qui ont été amies, j'ai été le soutien du président Eboni, après on ne s'entendait plus sur la façon dont le pays fonctionnait, sur la gouvernance du pays et sur la projection politique. Et cela a tellement abîmé nos relations que cela a été l'occasion d'une tragicomédie entre deux hommes, mais qui a amusé le pays, mais qui a inquiété également le pays. Dieu merci, les choses ne sont pas allées plus loin que ce théâtre qu'il y a eu. Donc, je vais vous dire, moi, personne ne m'a pardonné, de rien du tout. Il y a eu, vous savez, une procédure judiciaire ici contre moi, notamment en ce qui concerne les accusations dont j'ai été objet une fois que je suis parti du pays. Je suis parti du pays parce que, je vais vous le dire, je vais ouvrir une brèche sur Achakpodi, en entendant cette discussion sur la Bapalab, où on va mettre tout ça sur la place publique, devant les concitoyens, pour que les gens comprennent. Il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo, le 18 septembre 2012, je crois. Et maître Agbo aurait dit, je n'ai pas suivi la conférence de presse, j'étais à un dîner, c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner, et j'ai appris plus tard. À cette conférence de presse, il aurait dit, ce monsieur, que le président Yaïboni passerait sur les cadavres des Béninois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait. Et que le pays allait très mal et qu'il fallait au moment opportun, que le régime plie ses bagages et qu'on chante autre chose. Et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse, que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse. Et le lendemain, il était à Abuja, je vais vous le dire, hein, et a instruit les services d'État, de défense et de sécurité, par la justice, d'aller me chercher. Et quelqu'un, parmi ceux qui ont été instruits, m'a appelé, m'a dit « Monsieur Talon, nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cou, téméraire, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous avons été instruits pour aller vous chercher par tous les moyens, quittez le pays. Quittez le pays, ne soyez pas suicidaire. » J'ai informé mon épouse, j'ai dit, moi, je ne suis pas un fuyard. Je vais voir ce qui va se passer. Mon épouse m'a dit, Patrice, debout hors du pays, tu feras le combat. Mais sous terre, non. Ce n'est plus possible. Alors, tu ne feras pas le con. Comme je suis quelqu'un d'assez... Parfois, certaines personnes, quand elles parlent, elles me donnent des recommandations, je suis docile, comme on dit. Je suis parti. Et puis, ça ne suivit tout ce que vous savez. Tentative de coup d'État, d'assassinat, d'empoisonnement et tout le reste. Je vous passe des détails, parce qu'on va en parler le jour du Achakpodi. Et puis... Vous y tenez visiblement. J'y tiens, parce que c'est bon que les Béninois sachent enfin les détails de cette comédie-là, qui continue d'ailleurs de polluer l'atmosphère. La justice de mon pays a dit que non-lieu, tous dont étaient accusés n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Yaïboni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative ne venait pas de moi. Et le président, l'ancien président du Sénégal, le président Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie, a été appelé, on lui a demandé, j'étais à Paris, de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi. Mais qui refuse de faire la paix? Je suis allé à la convocation du président Abdou Diouf. Et il m'a dit, jeune homme, il faut que tu fasses la paix avec ton aîné. J'ai dit, mais moi je veux bien, je n'ai jamais fait la guerre à personne. Et c'est cela
qui a donné lieu à des échanges du genre. Et puis on vous dit, vous savez, en Afrique, quand on vous dit, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, dis pardonne, demande pardon, demande excuse de tout ce qui a pu. Tu veux dire, j'ai fait rien à personne, je suis condamné pour rien, je suis accusé de rien, je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Mais, en fine, c'est faire preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste, écoute, si j'ai pu t'offenser, si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit, si j'ai pu en quoi que ce soit, alors je le regrette. C'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix sans dire je ne suis coupable de rien. Parce que, vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche, un obstacle à ses ambitions. Ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé. Donc quand on veut faire la paix vraiment, c'est une formule consacrée. Et quand vous êtes à la presse, allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque, par lesquels Talon aurait dit, OK, on fait la paix, et lisez, vous allez voir ce qui a été dit. Je n'oublie pas ces choses-là. Et j'ai dit, si j'ai pu vous faire du tort, du mal, de quelque manière que ce soit, alors là, je le regrette. Mais je suis un ami, mon aîné, président de mon pays. Ouais. Donc moi, je n'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit, et il m'a pardonné de rien du tout. Je n'ai rien fait, puisque je suis condamné pour rien, il n'y a rien du tout. Oui. Lors de cette sortie médiatique, Patrice Talon est revenu de long en large sur la libération des détenus politiques, notamment la libération de Rekia Madougou. Suivez dans l'élément qui suit un extrait de son argumentaire. Les gens ont commis des crimes, des détournements, engagé des tueurs à gages pour tuer des gens, pour engendrer une insurrection dans le pays afin que des élections n'aient pas lieu. Et puis on me demande, les gens ont été condamnés, et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas, parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Rekia Madougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat, qu'on n'était pas une femme. Et la justice est allée à son terme, la personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et on dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Rekia Madougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement, on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement,
Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir, comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique. C'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect, nous sommes tous dotés de cela. Mais je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous leurs responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent de quelqu'un comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays. Restons toujours avec le chef de l'État, Patrice Talon. Le président de la République du Bénin a livré ce jeudi 21 décembre 2023, son discours sur l'état de la nation au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Face aux députés, Patrice Talon a dressé un bilan positif de plusieurs secteurs d'activité, tout en reconnaissant la persistance de la cherté de la vie. Suivez dans cet élément la quintessence de cette adresse du président de la République à la représentation nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, les conséquences de la dégradation de la situation dans le monde, nous les ressentons encore de plein fouet. Ainsi, sur nos marchés, il n'est point besoin d'être expert pour observer que la cherté de la vie est toujours d'actualité. Et pourtant, cette année encore, le Bénin s'est illustré comme le pays qui a connu le taux d'inflation le plus bas dans notre région, lequel s'établit autour de 3%. Tout cela résulte bien de notre politique sociale soutenue, grâce à laquelle nous avons maintenu les subventions sur certains produits de première nécessité ou de grande consommation. En sus, la revalorisation des salaires dans des proportions historiques intervenue en décembre 2022 a aidé à atténuer la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs à défaut de les améliorer. De même, nous avons déployé des filets sociaux qui ont permis notamment à près d'1 million de pauvres extrêmes de nos 77 communes de recevoir leur carte d'identité biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie. Sous ce même registre, nous avons intensifié le projet d'inclusion des jeunes, H-Formation, les transferts monétaires impactant ainsi plusieurs milliers d'artisans qui ont bénéficié de renforcement de capacités et pour certains d'entre eux, de financement pour s'installer. En ce qui concerne spécifiquement les microcrédits, dont le nombre de bénéficiaires s'accroît considérablement, notre pays est classé premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Mieux, une dotation de 12 milliards de francs CFA est prévue pour 2024 pour l'octroi des crédits de 50 000 à 100 000 francs CFA en vue d'optimiser les effets de ce programme. Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s'exposer au soleil, de prendre des journées entières en vue de louer de soi-disant bienfaiteurs. Il est vrai que le souci de transparence et la volonté de mettre fin
à l'instrumentalisation de leurs difficultés, voire de leur chosification, entraîne aussi des désagréments. Mais nous travaillons à y remédier. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants et par conséquent leur cherté. Dans ces conditions, même si nous avons engagé de réels efforts pour mettre les intrants agricoles à la disposition de nos producteurs à prix subventionnés, un ralentissement du boom de la production agricole s'est malheureusement observé. Mais, conscient que ce secteur est le moteur de notre développement socio-économique, nous lui avons maintenu et amplifié notre soutien. Cela se traduit notamment par la mise à disposition de machines et d'équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%, ce qui fait qu'un engin de valeur de 1 million de francs CFA est vendu aux producteurs à moins de 500 000 francs CFA et un autre de 15 millions environ est cédé à moins de 8 millions de francs CFA. Grâce à cette politique, il s'observe déjà un taux de pénétration des machines agricoles qui s'accroît de façon significative et facilite de plus en plus la production agricole. À terme, notre objectif est que d'ici la prochaine décennie, l'agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi enrichir de plus en plus nos producteurs et réduire la pénibilité du travail agricole. S'il y a un secteur qui symbolise bien le Bénin révélé, en dehors de tout ce que le nouvel état d'esprit permet de réaliser, c'est celui du tourisme, de la culture et des arts. Ici, chacun voit, qu'il soit sur le territoire national ou en dehors, qu'une dynamique nouvelle s'installe. Une effervescence réelle est perceptible parce que notre pays rayonne de plus en plus. Il en sera davantage ainsi avec les réceptifs hôteliers de premier plan déjà réalisés ou en cours de réalisation, les musées en construction, Porte-Nouveau en est le témoin, les infrastructures de toutes sortes dont les travaux ont démarré et qui vont définitivement donner une identité forte au secteur. Au titre de celle-ci, figure le quartier culturel et créatif de Cotonou, qui sera, je vous en donne l'assurance, une véritable attraction dans la ville de Cotonou. Écosystème de création et de services artistiques, ce quartier culturel créatif fera de Cotonou le hub de la scène artistique contemporaine africaine en la positionnant comme une ville créative, centre névralgique d'une économie de l'art incontournable sur la carte du circuit artistique international. Le visiteur, qu'il soit du Bénin profond ou de l'étranger, verra, entre autres, se côtoyer dans cet écrin le musée d'art contemporain de Cotonou, l'Institut franco-béninois, le Nouveau, un nouveau village artisanal, des ateliers de résidence d'artistes, des salles de cinéma, de bowling, de jeux vidéo, l'Arena, plateforme multifonctionnelle de 7000 places de classe mondiale, pouvant accueillir différents types d'événements sportifs, des concerts, des congrès, des événements de divertissement et de festivités, ou de festivals. C'est pour très bientôt, mesdames et messieurs. Ainsi, au-delà de la satisfaction de nos besoins propres, ces installations amélioreront considérablement l'attractivité de la destination Bénin. Notre volonté farouche de maintenir au Bénin nos matières premières produites par nos vaillantes populations relève de notre volonté à créer de la richesse et de l'emploi au Bénin, ici, par l'effort des uns, de sorte que nos enfants, les uns après les autres, ne soient dans la détresse et soient contraints à l'exil, d'autant qu'on peut l'observer. Les règles
dans le monde nous appelle à prendre conscience de ce que le bonheur, c'est pas dehors, c'est au béni. On en sait désormais un peu plus sur l'affaire détournement de deniers publics à l'Office béninois de sport scolaire et universitaire OBSSU. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a apporté ce mercredi des éclaircissements sur cette affaire qui défraie la chronique. Au total, plus de 2 milliards de francs CFA ont été détournés, suivant le micro de l'ORTB, le procureur Mario Metton. Le directeur général de l'OBSU et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'office une somme d'argent évaluée pour l'heure à 2 milliards 695 millions 452 000 francs CFA, et ceci sur la période allant de 2019 à 2023. Donald Akakpo a investi une partie de cette somme d'argent dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Roland Zossou. Usant de la fausse qualité de neveu de M. Eustache Kotigan, administrateur général de la Sodeco SA, Roland Zossou a fait croire à Donald Akakpo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien. Et il a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de M. Eustache Kotigan. Il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akakpo comme étant celui de M. Kotigan. À partir de ce faux numéro, il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akakpo. Aux multiples messages de Donald Akakpo à ce numéro, c'est Roland Zossou qui répond. Et avec ce stratagème, il a convaincu M. Donald Akakpo à lui remettre d'importantes sommes d'argent. L'autre stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection générale des finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'OBSU. Sollicité par Donald Akakpo, Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles, moyennant là encore la remise de fortes sommes d'argent. Les perquisitions effectuées au domicile de Roland Zossou ont permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom d'Eustache Kotigan. Plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection générale des finances et de la Sodeco SA, des cachets au nom de la Sodeco SA et de l'Inspection générale des finances, ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la signature de l'inspecteur général des finances. Tels sont les faits. À l'origine des poursuites pénales initiées contre Donald Akakpo, Thibozo Vitalien et Roland Zossou. C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par nos lois. Il sied d'ajouter que le détournement de deniers publics est puni de peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines complémentaires, les peines accessoires et les sanctions disciplinaires. Les procédures suivent leur cours devant la CRIET et je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nécessité. Je vous remercie. Toujours dans le même registre, après la comparution cette semaine des mis en cause dans le dossier détournement de deniers publics à l'OBSSU, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Des propos recueillis par ESAE TV. Aucun régime au monde ne peut pas tout contrôler. Mais à des structures données, il y a des gens anti-corruption qu'on peut mettre dans des services bien donnés. Surtout là où se trouvent les projets les plus forts, on peut nous mettre des gens dans des structures et les autres, ils s'occupent de la corruption. Donc, moi, je demande aux juges de la CRIET de ne pas seulement donner 20 ans aux gens,
mais de récupérer notre argent qu'ils ont volé. Il peut donner même 90 ans de prison à eux. Il n'a qu'à donner l'argent là qu'il a volé. Et si on veut le condamner, on peut condamner, ça ne me gêne pas. Et voilà encore un jeune qui a fait sortir encore près de 2 milliards. Ce qui veut dire que le vol est partout, dans tout régime, il y a le vol. S'il est arrêté, bon, ceux qui vont le juger vont savoir les sanctions qu'ils vont lui donner. Mais dire qu'il n'y aura pas de vol dans un pays, moi je dis c'est faux. 2 milliards, plus de 2 milliards, vous voyez. Et nous sommes en train de souffrir, les enseignants souffrent, et les docteurs, les médecins dans les hôpitaux, il n'y a pas de moyens. Maintenant, pour lutter contre ce phénomène, ça serait très difficile. Très difficile. S'il est en prison, il sera jugé et il va rembourser les fonds en totalité. Il reste seulement le juge de voir dans quel contexte il a volé les sous. Il va expliquer et les juges vont essayer quand même de lui trouver les sanctions qu'il faut. Sinon, le vol ne s'assira jamais dans aucun pays du monde. Même s'il y a des garde-fous. C'est celui-là maintenant. Le parti fait partie de l'équipe gouvernementale. Il a soutenu l'action du président, c'est pour ça qu'il a trouvé ce poste. Mais il est parti là-bas, c'est pour voler. Beaucoup de personnes soutiennent seulement pour voler. Où sont passées les commissions là, les commissions de lutte contre la corruption là? Le chef de l'État nous avait promis qu'il n'y aura pas de corruption. Donc il n'a qu'à vraiment contrôler les choses. Il a confiance aux gens et on le dribble. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le pays. Comment lui seul va voler jusqu'à 2 milliards? Ah, c'est trop. C'est trop. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le projet participe au DEL piloté par l'ONG Alcrea, Social Watch Bénin et VNG International a primé les meilleures investigations de la presse écrite sur les faits de corruption. Les lauréats ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée ce vendredi au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Le reportage est signé EZAE TV. Épiphane Karl Kitome. Bénin. Crime contre l'environnement dans la commune de Khoyogbe. Deuxième. Abdul Wahab Ado. Gestion des finances publiques au Bénin. Les mauvaises pratiques persistent dans les marchés publics. Et le premier prix, Joël Tokbono. Gouvernance locale quand les secrétaires exécutifs sonnent le glas des magouilles. Ils sont 3 lauréats du concours Meilleures investigations de la presse écrite sur les faits de corruption. Une initiative du projet Participe au DEL et le consortium des ONG partenaires. Le concours que nous avons lancé, pour lequel les récompenses envisagées seront octroyées tout à l'heure, contribue à la promotion du journalisme d'investigation sur un sujet qui reste sensible dans notre pays. Il est venu en appui à une initiative que nous avons mise en œuvre entre 2020 et 2021 dans le cadre du projet d'appui au renforcement des organisations de la société civile, les OSC, pour la détection et la dénonciation de la corruption, projet de décorruption. Des critères ont permis d'aboutir à cette sélection faite par les membres du jury. Les critères sont au nombre de 5. Le premier, il y a l'adéquation du sujet, c'est-à-dire la pertinence du choix de l'angle et de tenue de l'angle de traitement. Est-ce que l'article porte sur l'un des actes typiques de corruption? Que cette corruption soit active ou passive, ou l'une des infractions assimilées à la corruption, détournement, trafic d'influence, enrichissement illicite, délit d'initié, prise illégale d'intérêt, blanchiment de capitaux ou abus de fonction. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a accueilli favorablement cette initiative. Je voudrais saluer l'initiative, saluer toutes ces personnes qui ont travaillé pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Elles participent du renforcement de capacité des acteurs des médias et ensuite
à saluer les mérites, à récompenser les meilleures productions. Je voudrais également dans mon intervention féliciter les lauréats qui seront connus tout à l'heure et leur dire que ce n'est qu'un mérite, mais féliciter tous les candidats ou tous les acteurs des médias qui ont concouru. Participe Odel, Social Watch Bénin et VNG International viennent ainsi d'encourager une fois encore les journalistes à relever le niveau de production sur des faits de corruption au Bénin. Au terme de la cérémonie, quelques lauréats ont livré leurs impressions. Suivez-les, toujours micro de ESAE TV. Bien évidemment, faire des productions sur la corruption n'est pas chose aisée. Et cela se constate aisément avec le faible taux de participation. Mais il va de soi qu'on ne peut se réserver, on ne peut s'abstenir de faire des productions sur ce sujet, étant donné que le sujet est assez important et pertinent dans le processus de développement de notre pays. Parce que sans la lutte contre la corruption, il va de soi que les plus faibles demeureront faibles et les plus forts resteront forts. Je suis content. Je pourrais montrer un trophée à mes enfants. C'est ma deuxième participation à un concours sur les faits de corruption. J'avais participé la première fois il y a 2 ans. C'était dans la catégorie télévision où j'avais reçu le premier prix. Cette année, le concours a été lancé, il n'y avait pas la catégorie télévision. Et donc, je me disais que je ne pouvais pas y participer. Mais vers les derniers jours du concours, je me suis dit, étant donné que j'ai travaillé dans la presse écrite pendant une quinzaine d'années, que je ne peux pas avoir oublié. Donc j'ai décidé d'essayer quelque chose. J'avais quelques informations, mais il fallait avoir la caméra et tout. J'ai dit que j'allais essayer. Et bon, j'ai essayé. J'ai essayé d'écrire quelque chose en 1-2 jours. Et j'ai dit, bon, je vais proposer. L'objectif, ce n'était pas forcément de gagner, mais de voir la note qui serait attribuée à ma production pour me convaincre moi-même que je n'ai pas oublié ce que j'ai fait pendant si longtemps. Et l'autre raison, c'est que, étant donné que je suis avec des étudiants tout le temps et que je leur parle, je voulais qu'ils sachent que ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel qui leur parle, que c'est quelqu'un qui est du métier, qui l'a fait, qui continue de le faire. Donc j'ai eu ces 2 motivations et qui m'ont poussé à participer à ce concours. C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand j'avais gagné, j'en avais parlé avec mes enfants, ils étaient contents, mais il n'y avait pas de trophée, il n'y avait rien. Et les enfants m'ont toujours dit, tu gagnes, où sont les coupes? Et là, j'ai participé aujourd'hui, je reviens avec un trophée. Je ne savais pas que ça allait être ça, mais bon, tout est bon. L'ambassade des États-Unis a offert ce mardi 19 décembre 2023 une série de matériel électronique et informatique au ministère de la Justice et de la Législation. Cette action entre dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités à la modernisation du secteur de la justice au Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de conférence à la tour administrative de Cotonou. Le film de la cérémonie dans cet élément signé au RTB. Dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique au renforcement des capacités et à la modernisation du secteur de la justice au Bénin, l'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé à la remise officielle d'un don de matériel électronique composé entre autres de matériel de visioconférence, des ordinateurs portables et de bureaux et d'imprimantes. L'objectif de cette donation est de renforcer les capacités du secteur de la justice. C'est donc avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un partenariat solide et une détermination commune dans la modernisation de la justice et à l'accès à la justice pour tous les citoyens du Bénin. Une partie de cet équipement permettra à l'Institut de formation judiciaire d'atteindre au public plus large grâce à la formation en ligne. L'autre partie soutiendra les administrations et le fonctionnement des tribunaux. Un système judiciaire professionnel, bien formé, digne de confiance et centré
sur la communauté est essentiel pour promouvoir la paix et la stabilité et prévenir les conflits et l'extrémisme. Le ministre de la Justice a évoqué les améliorations que permettront les différents équipements reçus dans la réforme du secteur de la justice et de l'accès au système judiciaire pour les citoyens béninois. Il a également exprimé ses remerciements par rapport à la promptitude de l'accompagnement du gouvernement des États-Unis d'Amérique. L'urgence, vous l'avez comprise très tôt. On s'est rencontrés il y a à peine 6 mois. Nous avons discuté de certaines problématiques qui étaient urgentes pour la justice du Bénin. Parce que cette urgence permet effectivement de mettre en œuvre avec pertinence une autre réalité, qui est celle de faire en sorte que nous ayons au niveau de la justice à la fois de la célérité, de la qualité, mais également de l'historique. Permettre que nous puissions conserver des documents, permettre que nous puissions rendre service avec rapidité, permettre que nous puissions avoir de la sécurité dans les actes que nous produisons. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui et voilà ce que vous permettez aujourd'hui à la justice béninoise. Je voudrais vous en remercier. Je voudrais vous remercier de cet accompagnement effectif et constant. L'ambassade des États-Unis, par l'intermédiaire du Bureau international du département d'État chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi, en collaboration avec le ministère de la Justice, entend fournir à travers un programme ambitieux au système judiciaire la formation et la professionnalisation dont il a tant besoin. Il permettra également d'améliorer l'administration générale des tribunaux, leur fonctionnement et la digitalisation de la gestion des affaires. Cette édition se poursuit. Invité le dimanche 17 décembre 2023 sur le plateau d'émission L'invité de ESAE Télévision, le député président de la Commission des finances et secrétaire général de la haute direction du parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, Gérard Benonchi, a levé un coin de voile sur ce qu'il pense de la libération des détenus politiques, à savoir le professeur Joël Aïvo et Rikia Madougou. Il s'est également prononcé sur la proposition de la loi spéciale portant amnistie initiée par les députés de l'opposition, les démocrates. Suivons-le, il s'exprime au micro de ESAE TV. Oui, bon, c'est toujours de la peine de savoir que des gens qu'on connaît, et pour certains dont on est proche, sont en prison, en détention, loin de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants. C'est de la peine. Hein? Personne n'aurait souhaité ça. De la peine. Mais on est dans une république qui a des lois, et quand des citoyens du pays, qu'ils fussent, votre frère, votre fils, votre épouse, votre époux, très proche de vous, qui enfreignent à la loi, il y a la dictature de la loi qui s'impose. Ils ont été condamnés. Donc moi, je ne peux que respecter les institutions de la République, les lois de mon pays. Il n'y a personne qui puisse ne pas mériter d'aller en prison si tant que la personne a un frein aux lois de la République. Vous voyez qu'on dit souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit la personne, s'il tombe sous le coup de la loi, on lui appliquera la rigueur de la loi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, est-ce que telle personne mérite d'être en prison? Personne ne mérite d'être en prison et tout le monde mérite d'être en prison. C'est comme ça. Mais on sait que la politique, généralement, personne ne mérite s'il n'enfreint pas aux lois. La politique arrive toujours à quand même trouver une solution politique. Et c'est ça qui n'est pas bon dans une république. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans une république à double vitesse. Où, quand il s'agit des politiques, ils vont s'arranger entre eux pour se blanchir. Mais quand il s'agit des citoyens lambda, qui sont des voleurs de moutons, des voleurs de poulets, des voleurs de motos, sont des milliers à être en prison et personne ne pense à eux. Eux aussi, ils sont des Béninois. Ok. Ce que je vais dire, c'est que en ce qui concerne la loi d'amnistie, moi j'aurais été pour une loi d'amnistie où on dit, si c'est pour vider les prisons du Bénin pour repartir à zéro, d'accord. Vous êtes d'accord? Si on a une loi d'amnistie venait pour vider toutes les prisons du Bénin et repartir à zéro, moi je serais d'accord pour qu'on reparte à zéro. Hein? Mais cibler des acteurs politiques, ça me gêne, moi. Ça me gêne. Ou dire,
eux, ils ne méritent pas d'être en prison. Il faut que... Mais si ceux-là voulaient sortir, mais nous, on a voté la loi portant suspension de l'exécution des peines. Vous pensez qu'il doit faire recours à cette loi? On a voté cette loi, loi portant suspension de l'exécution des peines. On l'a voté. L'Assemblée nationale, la 8e législature l'a voté. Et depuis qu'on a voté cette loi, les personnes que vous citez auraient pu soumettre la demande et sortir. Mais si elles n'ont pas soumis de demande pour bénéficier de cette loi et sortir, ça veut dire qu'elles ne veulent pas sortir. Si elles ne veulent pas sortir, bon, ce n'est pas moi qui serai leur avocat. Comment vous pouvez penser qu'elles ne veulent pas sortir? Parce que la loi permet de sortir. La loi que nous avons votée permet, si elles déposent la demande motivée, ils vont sortir. Et le reste du combat, ils le feront étant dehors. Mais refuser de sortir... Pas cette loi, il faut l'expliquer un peu à nos amis internautes, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris. Suspension de peine, c'est-à-dire quoi? Suspension de l'exécution des peines. Oui. Lorsque je m'appelle Ricky Amadougou, Joël Frédéric Gaïvoire, et que j'ai introduit cette demande, est-ce à dire que le chef de l'État prend l'acte, il me libère... C'est ce que la loi dit pour des raisons sociales, d'ordre social. Si vous motivez et que le chef de l'État, il a un cœur, s'il étudie et voit que c'est pertinent, mais la loi permet de suspendre l'exécution de votre peine. Vous sortez de prison. Et il n'y a pas qu'après, on peut encore me reprendre, mais jeter en prison. Non, les conditions sont... La loi fixe les conditions. On dit, on vous sort, si votre condamnation dépasse 10 ans, on vous sort pour la première, on suspend pour la première fois pour 5 ans. Et vous êtes dans la société. Si 5 ans après, vous soumettez encore, vous demandez le renouvellement. On le renouvelle. Si 10 ans après, ça a produit les effets de la grâce. Vous êtes dehors depuis. Ça produit les effets de la grâce. Donc, nous avons voté cette loi-là. Lui est censé ignorer la loi. Mais avec ce procédé, le cas judiciaire est toujours entaché. Mais c'est un autre objectif qui est poursuivi. Je peux être dehors maintenant et poursuivre ce combat pour que mon casier judiciaire soit blanchi. Donc, mais je ne peux, si ça aurait été moi, le même jour, j'aurais soumis cette demande, sortir, poursuivre maintenant le combat pour blanchir mon casier judiciaire. C'est moi ça. C'est ce que j'aurais fait. Mais est-ce que le fait, pour ces opposants, lorsqu'on connaît quand même leur posture politique, en croit le discours tenu avant leur arrestation, est-ce que le fait d'aujourd'hui de quémander, si on peut le dire ainsi... Ce n'est pas quémander, la liberté n'a pas de prix. Ou de demander une suspension de l'élection de leur peine n'est pas comme une forme d'humiliation. Ce n'est pas quémander, c'est la loi. Ce n'est pas comme une forme d'humiliation. Demander à bénéficier d'une disposition de la loi, ce n'est pas quémander, c'est un droit. Ils ont droit à ça. Ils ont droit à ça. Quand vous demandez à bénéficier d'une disposition de la loi, c'est un droit. Vous ne commandez rien. Donc c'est leur droit aujourd'hui. Mais si quelqu'un refuse de jouir d'un droit que lui offrent les lois de la République, en quoi je vais m'en préoccuper? Donc c'est la personne refuse. Sur Kader, tout ce que la loi permet au Bénin, Kader peut dire je n'en veux pas. Et personne ne va vous en vouloir. Alors, vous êtes libre d'en jouir ou de ne pas en jouir. La détention de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Gaïvoire, était également au centre des débats entre la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les responsables du Parti politique des démocrates, qui avait une délégation qui avait à sa tête l'ancien président Thomas Boniaï. Des propos ont été tenus. D'entre le jeu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre-là, de façon sommaire? Non, cette rencontre est déjà du passé. Oui. On ne va pas revenir là-dessus. Oui. Tout le monde, tous les Béninois ont vu, ils ont été reçus par le chef de l'État. Ils ont soumis des préoccupations. Le chef de l'État s'est prononcé sur ces préoccupations. On ne peut plus revenir là-dessus. Ce que je note seulement, c'est que la rencontre de leur côté a été mal préparée. Des questions incongrues ont été posées, mais le chef de l'État a donné des réponses Lorsque vous parlez claires. Propositions incongrues, vous faites allusion à quoi? Mais vous savez les propositions incongrues, et le chef de l'État a répondu. Donc, on ne va pas rouvrir ce débat. Voilà. Cette édition se poursuit, la prise en charge des détenus pour garantir ce droit fondamental à la santé des personnes en milieu carcéral. Une mission de consultation médicale foraine est organisée dans tous les centres de détention du Bénin, à l'initiative de l'Agence pénitentiaire du Bénin. Comment cela s'organise à l'étape de la maison d'arrêt de Cotonou. À ce propos, une équipe de la rédaction de la télévision nationale est allée faire le constat. Voici leur récit.
Ils sont privés de liberté, mais ils conservent leurs droits fondamentaux, en particulier le droit à la santé. Un droit dont le respect est ici renforcé par cette mission de consultation médicale foraine. À la maison d'arrêt de Cotonou, les détenus ne se font pas prier avant d'aller se faire ausculter. Dans tous les établissements pénitentiaires, ce sont les infirmeries qui s'occupent de la santé des détenus et cette santé est prise en charge entièrement par l'État. Et aujourd'hui, on a vu que nous pouvons aller au-delà de ce qui se fait au niveau des établissements pénitentiaires. Et c'est ça qui justifie l'organisation de cette mission conjointe entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé pour pouvoir assurer une couverture complète des détenus en termes d'accès à la santé. Au cœur de cette mission de consultation médicale foraine, l'amélioration des conditions de détention, une des réformes majeures du gouvernement dans les centres pénitentiaires. Nous sommes dans un programme de santé et qui va s'étendre sur le long terme. Mais on a commencé cette fois-ci par la consultation générale des détenus. Cette consultation va prendre normalement 5 jours. Tous les détenus de nos établissements pénitentiaires seront consultés. Et maintenant, les cas qui seront découverts, ces cas vont faire l'objet d'un traitement. La mission de consultation médicale foraine est prévue pour durer 5 jours, soit du 18 au 22 décembre 2023. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a lancé ce lundi 18 décembre 2023 la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. La cérémonie accueillie par la mairie de Cotonou a connu la présence du préfet du littoral, Alain Orunla. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Devant un parterre d'agents de la police républicaine et de chefs quartiers de Cotonou, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, a lancé en compagnie du préfet du littoral, Alain Orunla, la campagne de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Une campagne qui s'étend sur les 77 communes du Bénin. Le lancement sera le lancement national pour les élus locaux des 77 communes. Quand le préfet prendra la parole, il fera le lancement pour le département du littoral, c'est-à-dire pour cette réunion-là. Donc ne confondez pas les deux. Je voudrais le préciser pour que vous compreniez que mon intervention c'est dans le sens du lancement de la campagne sur le plan national et que le préfet, qui est l'autorité tutelle ici, prendra la parole pour lancer ce que nous faisons dans cette salle aujourd'hui, les chefs quartiers de Cotonou. Une fois encore, merci au général qui nous a beaucoup aidé avec toute son équipe. Je voudrais leur dire un sincère merci, surtout dans la phase préparatoire. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Objectif, outiller les chefs quartiers et les agents de la police républicaine sur l'importance de la contribution de tous les acteurs de la société civile. La sécurité ne nécessite pas non plus forcément que de grands moyens à déployer. La sécurité, c'est l'information, c'est le renseignement. J'allais presque dire la transmission du renseignement et non pas forcément la délation ou la dénonciation. Des notions que semblent avoir compris les élus locaux. Nous sommes les élus à la base et nous sommes en contact avec la population chaque jour. Donc, si en tant que chef de quartier, le développement d'une ville passe par les chefs de quartier. Et s'il y aura quelque chose, je crois que avec notre contribution, la sécurité va sur son cours. Nous maîtrisons tous les ménages et quand on constate que la présence d'un nouveau, d'abord on se rapproche du propriétaire et la suite on contacte le commissariat d'arrondissement pour les informer. Au programme de cette campagne, des formations diverses avec des acteurs du domaine de la sécurité publique.
Les travailleurs parapublics de la Société d'État du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga sont mécontents. Ces derniers ont exprimé leur colère ce lundi par un mouvement d'humeur matérialisé par le port d'un bandeau rouge. Les travailleurs parapublics de la Société d'État réclament la revalorisation de leur salaire tout comme les autres travailleurs du centre hospitalier. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin était à leur côté pour la circonstance. Le point dans cet élément signé Canal 3 Bénin. Ils revendiquent la revalorisation de leur salaire au même titre que tous les travailleurs du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga. Pour l'exprimer, tous dans leurs différents services portent le bandeau rouge. Ce que nous demandons est simple. Les salaires revalorisés ont été faits pour les APE et les ACE. Nous travaillons dans les mêmes équipes que eux. Et depuis un an, nous n'en avons pas eu pour nous. C'est tout ce qu'on demande au gouvernement et au chef de l'État. On ne demande pas autre chose. Aujourd'hui, nos salaires sont bien payés. Les anciens salaires sont bien payés. Ce que nous demandons, c'est le salaire revalorisé donné à tous les citoyens. Donc notre revendication n'est pas compliquée et ça n'a pas autre connotation, contrairement à ce que les gens peuvent le dire. Nous supplions même le chef de l'État, nous supplions le gouvernement, nous exhortons le chef de l'État à nous écouter. C'est ce que nous sommes en train de faire en portant le bandeau. Et tous les travailleurs du CNHU sont au service, dans leur service, en train de travailler 24 heures sur 24. Les équipes se relaient et tous les patients sont pris en compte. Pour galvaniser la troupe, le secrétaire général de la COSI Bénin s'est rendu ce matin au CNHU de Cotonou. Il invite les travailleurs à maintenir le cap jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Il était accompagné pour la circonstance de la secrétaire générale du syndicat national des sages-femmes du Bénin. Si vous restez tranquille, le dossier continuera de dormir dans les tiroirs. Votre situation va être toujours la même en 2024. On a vu qu'il y a un effort a été fait, un travail a été fait, mais il faut passer, il faut concrétiser cela pour que les travailleurs du CNHU, comme les travailleurs des sociétés d'État et des secteurs parapublics, qui vont sur le même marché que les autres travailleurs, les familles des autres travailleurs de la fonction publique, eh bien que ceux-là aussi bénéficient de la revalorisation. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. La COSI Bénin a mené beaucoup de démarches. Nous sommes allés rencontrer le ministère, le ministre de la fonction publique, le ministre d'État aussi, qui a promis faire des choses. Et il y a une commission qui est mise en place pour évaluer l'incidence financière. Mais jusque-là, on n'a pas eu le retour. Dans son mot de soutien, Noël Chadari a exhorté tous les autres travailleurs parapublics et de sociétés d'État à porter le bandeau rouge. Le mouvement s'élargit et se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Après le premier en 1980 et le deuxième en 2008, l'Institut national de la statistique et de la démographie organise un troisième recensement des entreprises. Le directeur de l'Institut, Laurent Maouna, était face aux professionnels des médias ce lundi pour expliquer l'intérêt et la portée de cette opération. Les détails avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Actualiser les informations sur les unités économiques béninoises, que ce soit du formel ou de l'informel. C'est le but principal de ce troisième recensement général des entreprises initié par l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, 15 ans après le dernier. Cela permet d'évaluer les potentiels économiques de notre pays. 15 ans après, est-ce qu'avec l'évolution, est-ce que nous pouvons dire encore que le potentiel économique qu'on avait en 15 ans, c'est ça que nous avons aujourd'hui? Je crois que non. En 15 ans, je prends le cas des entreprises des e-commerce, il n'y en avait pas au Bénin. Mais la base que nous avons aujourd'hui, cette base-là, on n'a pas l'exhaustivité des entreprises qui interviennent dans ce secteur. Donc, vous voyez pourquoi aujourd'hui, il est utile pour nous d'aller refaire encore le recensement pour pouvoir avoir une idée, une cartographie globale des entreprises qui interviennent dans l'économie de notre pays.
Cette collecte d'informations va prendre en compte autant les entreprises que les grands marchés du Bénin, à savoir Dantokpa, Misebok, Bogbanou, Azerke de Parakou et Wando de Porto Novo. Ce RGE3 n'a toutefois rien à voir avec la fiscalité, a rassuré le directeur de l'INSTAD. Ce que nous voulons faire, il n'y a rien de fiscal. Je dis et je le répète, il n'y a rien de fiscal. Nous voulons pouvoir dire, le PIB du Bénin, voilà le niveau. Nous voulons pouvoir dire dans notre pays aujourd'hui, voilà les différents secteurs d'activité que nous avons. Vous regardez le secteur du numérique aujourd'hui, le nombre d'entreprises qu'il y a dedans, c'est beaucoup. Les start-up, il y en a beaucoup dans notre pays aujourd'hui. Mais en tant qu'institut de statistique, si vous me demandez le chiffre des start-up aujourd'hui, je ne vous donnerai qu'une information approximative. La collecte des informations dans le cadre de ce 3e recensement des entreprises va durer jusqu'à la fin du mois de décembre et le premier rapport disponible au plus au mois de mars 2024. Le président Patrice Talon a poursuivi sa visite en Martinique par la découverte des ateliers d'art visuel du CERMAC, une exploration de l'espace muséal et une présentation du théâtre du célèbre écrivain Aimé Césaire où le chef de l'État y a découvert la vie de l'auteur. Les détails, c'est avec nos confrères de la télévision nationale. La maison de l'ancien député maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, a reçu la visite du président Patrice Talon. C'est un bâtiment situé à Fort-de-France où vécut le poète et homme politique du début des années 60 jusqu'à sa mort en 2008. Après la mort du chantre de la négritude, sa maison sera vendue sur proposition de la famille Césaire à la commune de Fort-de-France. Depuis 2014, elle est classée monument historique. La demeure abrite au total 3 bibliothèques, dont une grande. Un tour dans les différents compartiments, en compagnie du maire et de la gouvernante Clémence Franchinard, a permis à Patrice Talon et sa délégation d'entrer dans l'intimité du poète. En signant un livre ouvert pour la circonstance, Patrice Talon a indiqué tout son vœu de voir perpétuer l'immense héritage d'Aimé Césaire. Nous serons les gardiens de ton héritage et nous en ferons la promotion pour l'idéal que constitue ton combat. La maison d'Aimé Césaire est annoncée pour être restaurée en 2024. Dans la soirée, un spectacle spécial a été organisé en l'honneur du chef de l'État et sa délégation. Toujours dans le même registre, le chef de l'État, Patrice Talon, a également à l'occasion eu une rencontre d'échange avec la diaspora béninoise en Martinique. À présent, je vous invite à suivre la quintessence des échanges issus de cette rencontre du président Patrice Talon avec la diaspora béninoise en Martinique. Le pays va bien. Et je sais que si vous êtes là aussi nombreux, c'est aussi le témoignage de ce que vous suivez parfaitement ce qui se passe à Cotonou. Le Bénin fait son petit chemin, tout doucement, mais avec assurance, pour construire sa dignité et son bien-être. Patrice Talon, face à la diaspora béninoise aux Antilles, Guyane, est revenu sur les réformes engagées au plan politique, économique, culturel, social et autres, mais avec un fort espoir d'un lendemain meilleur. Il faut combler nos retards en matière de santé, en matière d'éducation, d'infrastructure, l'eau, l'électricité. Les choses les plus primaires qui nous manquaient tant et dont on ne dispose pas des ressources nécessaires pour les affronter. Et le peu qu'on collecte, il faut les utiliser à payer des salaires d'une partie de la population. Tout le monde travaille au Bénin, presque, hein, mais presque personne ne mange vraiment à sa faim. Presque. Et un pays dans lequel il n'y a pas d'électricité ne peut pas se développer, pas créer d'emplois. Et pourtant, la population grossit chaque année. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se développer, on ne peut même pas vivre en bonne santé. Si l'école ne fonctionne pas, le présent et l'avenir sont compromis. Donc il faut, dans tous les moyens, trouver les ressources pour faire face à ces besoins-là. Ça va être peut-être dur, mais on va passer le cap. Jusqu'à ce que on atteigne le seuil convenable pour partager les conforts de la vie.
Les Béninois de cette diaspora sont venus nombreux des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres. C'est une séance d'échange fraternel qui a permis au chef de l'État de prendre le pouls de comment ses compatriotes perçoivent l'allure des travaux dans leur pays d'origine. C'est avec un grand intérêt que nous suivons l'œuvre immense que vous accomplissez avec votre gouvernement. Et oui, la tâche n'est pas facile. Monsieur le Président, fort de cet élan impulsé par votre leadership, notre diaspora, la diaspora béninoise ici aux Antilles, nous sommes prêts à apporter notre contribution à l'effort national. Les Béninois de la diaspora appartiennent à plusieurs corps de métiers et se disent prêts à apporter leur soutien à l'œuvre de construction nationale. Et je voulais simplement le remercier par rapport à tout ce qu'il a fait au Bénin. On l'encourage à continuer de la sorte. Notre président a eu une très bonne écoute, dynamique, cordiale, sincère, directe avec nous. Et cela nous réjouit et nous conforte dans l'espérance que bientôt, il se mettra en place de nouvelles dispositions pour nous permettre effectivement de venir contribuer à l'essor économique et au développement consolidé de notre pays. Merci pour ce qu'il a fait, merci pour tout son gouvernement et merci pour vraiment d'avoir honoré ses enfants ici aux Antilles Guyanes. Cette rencontre rassure les compatriotes de la diaspora qu'ils peuvent également être considérés à part entière membres de leur communauté d'origine. Depuis quelques années, le gouvernement s'investit dans le maintien des enfants à travers le programme national d'alimentation scolaire intégrée. C'est un programme ambitieux présenté aux députés ce mercredi. Que pensent les parlementaires de sa gouvernance et sa portée? Élément de réponse dans ce reportage signé ORTB. Dans les zones rurales, par exemple, les taux d'inscription et de la fréquentation à l'école restent faibles en raison de plusieurs facteurs au nombre desquels se trouve l'incapacité de certains parents à assurer à leurs enfants un repas chaud par jour. Cette époque est désormais révolue, puisque depuis 2017, le gouvernement, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, met en œuvre le Programme national d'alimentation scolaire intégrée. Un programme qui vise à réduire la faim chez les enfants scolarisés, à améliorer la diversité alimentaire et nutritionnelle, puis à améliorer les performances des écoliers. Le PNACI couvre actuellement 75% des écoles, soit plus d'1 200 000 élèves qui reçoivent un repas chaud par jour d'école. Ce programme est quasiment financé par le gouvernement et est mis en œuvre sous une approche multisectorielle et constitue un filet de protection sociale qui nécessite l'appropriation de la communauté à la base. Le dit programme a connu des résultats probants au point d'amener le Conseil d'alimentation du Programme alimentaire mondial a désigné le Bénin comme champion mondial du programme alimentaire scolaire. Des prouesses du Bénin qui font l'objet de présentations aux députés. La cantine scolaire, c'est un moyen de partager le fruit de la croissance. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc on constate au jour le jour que le gouvernement du président Patrice Talon œuvre pour le bien-être de la population. Ce n'est pas des discours, mais dans les faits. C'est nous qui allons dans les contrées, vers les apprenants, vers les familles. C'est tout à fait normal que nous soyons totalement informés de tout ce qui se fait là. L'essentiel, c'est de renforcer ce programme et c'est davantage l'améliorer. Un programme qui va davantage se renforcer puisque le PAM a appuyé le gouvernement dans l'élaboration d'une loi sur l'alimentation scolaire au Bénin. Le projet a été transmis au Parlement pour vote. La 3e édition des trophées meilleurs acteurs du développement a livré son verdict le samedi 16 décembre dernier. Organisée par l'agence Communication Les Nouvelles du Jour, cette distinction a honoré une quinzaine de personnalités. Le reportage signé ESAE TV. Sous votre machine. Et la photo de M. Victorien Coulon y est affichée. Est-ce que vos enfants
Ainsi se referme la 3e édition des trophées meilleurs acteurs de développement. Cette édition de l'année 2023 de l'agence de communication Les Nouvelles du Jour vient récompenser le mérite des hommes qui œuvrent pour le développement. C'est dans l'objectif de les encourager à mieux faire. Parce que nous constatons qu'il y a plusieurs personnalités qui travaillent dans l'ombre, qui se battent, mais qui ne sont pas honorés, qui ne sont pas encouragés. Et c'est vu tout ça que nous avons un comité d'experts qui a travaillé dans l'ombre pour sélectionner ces différentes personnalités-là qui désormais seront ragaillardies à travers ces trophées-là. L'agence de communication LNJ, c'est l'agence qui accompagne le journal Les Nouvelles du Jour. Et cette agence a pour but de faire la promotion des personnalités qui travaillent bien dans l'ombre et qui se battent jour et nuit pour contribuer au développement de notre cher pays, le Bénin. Et ces personnalités-là vont recevoir tout à l'heure le trophée des meilleurs acteurs de développement de l'année 2023. Ils recevront aussi leur écharpe ainsi que leur tableau d'honneur. Honorés par ce trophée inédit, les lauréats sont conscients de l'enjeu d'une telle distinction. J'étais étonné, agréablement surpris aussi pour cette reconnaissance. Je suis habitué aux félicitations dans la corporation, mais qu'une ONG qui exerce dans les événements arrive à m'identifier parmi tout le monde, surtout dans mon secteur agriculture, élevage et de la pêche, pour me féliciter. J'étais heureux et content. C'est beaucoup de fierté et cela vient confirmer en fait le travail qui s'abat au niveau de nos différentes entités. Une distinction, c'est toujours un honneur. Lorsque vous êtes distingué, ça veut dire que reconnaît en vous une certaine qualité, une certaine compétence. Ça veut dire qu'on nous invite à faire plus, de manière à continuer à donner cet exemple aux jeunes générations. C'est un signal pour dire à l'administration des eaux, forêts et chasses d'aller plus en avant, de faire mieux, je veux dire. Et donc, c'est une responsabilité pour nous pour donner plus de rendement et mériter davantage d'être distingués les prochaines fois. Désormais meilleurs acteurs de développement, ces hommes et femmes vont œuvrer davantage pour plus impacter la communauté. On parle santé à présent. Éviter le paludisme suppose la prévention et être à l'abri suppose aussi d'éviter la piqûre infectante des moustiques ou être vacciné en attendant le vaccin anti-paludique. Bon nombre de personnes payent un lourd tribut à cette maladie, en particulier les enfants. Mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon depuis 2019 après de longues décennies de recherche. Le vaccin anti-paludique en expérimentation ailleurs sera bientôt introduit au Bénin. A-t-on enfin le vaccin contre le paludisme? Élément de réponse dans ce reportage signé ORTB. Grand tueur, le paludisme est la première cause de décès chez les enfants, surtout de 0 à 5 ans. Selon les statistiques de l'OMS, un enfant de cette tranche d'âge meurt chaque minute dans le monde de cette maladie causée par la piqûre de la femelle infectée du moustique Anophel. More than 200 million people every year. And every 2 minutes, a child dies from this preventable and treatable disease. Au Bénin, la situation reste préoccupante malgré les efforts du gouvernement à l'éradiquer par tous les moyens préventifs et curatifs. Au Bénin, on enregistre en moyenne chaque année près de 3000 décès des enfants de moins de 5 ans. Alors que dans la population générale, on a l'incidence qui tourne autour de 21%. Pour les enfants de moins de 5 ans, c'est 40%. Ça veut dire que sur 100 enfants béninois, 40% font le paludisme chaque année. Nous avons surpris ce nourrisson et sa génitrice en pleine consultation chez la pédiatre pour cause de fièvre. La spécialiste fait le diagnostic et conclut à un accès palustre. Il y a deux types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. Pour le paludisme simple, avec les symptômes de fièvre, on fait le test de palu rapide. On appelle ça TDR. Si le test est positif, on démarre systématiquement le CTA chez l'enfant, c'est-à-dire les combinaisons anti-paludins. Maintenant, si l'enfant vient avec
les vomissements incoercibles, à part la fièvre, des convulsions ou une anémie sévère, le coma par exemple, une hémolyse intravasculaire. On en a plusieurs. Le paludisme, encore appelé la malaria, a tué plus de 600 000 personnes dans le monde en 2021. Les femmes et les enfants représentent plus de 80% des décès. Heureusement, l'espoir renaît avec le vaccin antipaludique novateur destiné aux enfants à risque d'infection palustre. En termes de vaccination, ce qui est intéressant, nous visons à empêcher le parasite, lorsqu'il est injecté dans votre organisme, de rentrer dans votre foie. Donc s'il n'arrive pas à pénétrer le foie, il n'arrivera pas à pénétrer le bouche. Donc on cherche à le bloquer avant qu'il ne rentre dans le foie. Ce vaccin, considéré comme le Graal de la recherche médicale, est déjà en expérimentation dans certains pays africains, le Ghana, le Kenya et le Malawi depuis 2019, rejoint récemment par le Cameroun. Le Bénin mise lui aussi sur ce vaccin de l'espoir qui permettra d'immuniser les enfants et même les adultes. Beaucoup de pays sont déjà candidats, dont le Bénin aussi est candidat. Les premières doses de vaccins liées au paludisme vont pas arriver dans le pays en 2024, donc d'ici peu. Et donc, toute la machine pour organiser cette vaccination est actuellement en cours d'organisation avec l'Agence nationale des soins de santé primaire, notamment la direction qui s'occupe de la vaccination. Et donc, on espère bien que d'ici l'année prochaine, le Bénin va rentrer dans la danse. En entendant l'effectivité de ce vaccin au Bénin, il est recommandé de se rendre à l'hôpital avec l'enfant dès l'apparition des premiers symptômes. On parle religieux à présent. Le Vatican a officiellement autorisé lundi 18 décembre 2023 la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Interrogés sur cette décision qui défraie la chronique, quelques citoyens béninois livrent leurs commentaires, des propos recueillis par ESAE TV. Ça ne sonne pas. C'est en Italie qui peut jouer ça là. Mais chez nous au Bénin, moi je prie beaucoup l'État béninois. Que l'État béninois, je ne veux pas que l'État béninois ait cette décision là. Si marché au Mindia Gonfia, encore, il y a dernier ou le don, bobo don. Mais Mindia Gon Afrique fiole, Bénin miton fiole, et si marché à. Je pense que le Vatican est divisé entre les conservateurs et les progressistes. Est-ce que vous voyez? Il y a des cardinaux, les archevêques, les évêques, il y a d'autres qui sont des conservateurs, d'autres des progressistes. Finalement, c'est les progressistes. Le pape a cédé aux progressistes. Et on connaissait la position de ce pape lorsqu'il était cardinal de Buenos-Aires, le pape argentin. Lui-même, il était un peu favorable à cela. Peut-être ça peut être ailleurs, mais chez nous ici au Bénin, moi je ne veux pas, parce que ça ne sonne pas. Mais s'ils ont forcément exigé, alors l'Église catholique, je prie beaucoup que l'État béninois n'a qu'à les laisser à leur place là-bas. Africain, c'est et tout nous encore et le signe d'or et la marché et tout nous quand on le signe d'or tapo tapo mi tonne no fio et na marché nous encore nous bon qui nous bon mi dai mi na basin zéro mi na basin zéro dit nous encore on avait opéré. Je suis désolé que l'Église catholique accepte l'homosexualité. C'est très grave. Moi je ne suis rien, mais je suis un serviteur de Dieu. La Bible a interdit l'homosexualité. Dieu a dit non. C'est pour cette raison que Sodome et Gomorrhe a été détruit par le souffle de feu. Les chrétiens catholiques du Bénin, à l'instar de ceux du monde, vont célébrer dans quelques jours la fête de la Noël. Une fête qui commémore la nativité de Jésus-Christ. Quelle ambiance prévaut dans les rues de Cotonou à quelques heures de cette fête? Élément de réponse dans ce reportage signé ESAE TV. Plus que quelques jours avant la célébration de la Noël et du Nouvel An. Mais pour les Béninois, les couleurs que présente la ville de Cotonou ne sont pas favorables à une belle célébration. L'année passée, c'est ce qu'on a dit. Et puis on est en train de prier que l'année 2023 serait un peu bon. Alors c'est le contraire, c'est le plus pire mon frère.
Bon, il comment jouer Noël à l'occasion que bon que c'est dans pour perdre pour moi le pour mais bien qu'on tourne que jawe bon mais bien qu'on tourne que jawe bon ko to ko meno dans et puis dion mais les tourne que jawe ya mais les tourne que jawe ya jouer Noël ndebulo yiwe ya tout est bloqué, tout est cher dans le pays. Mais où va trouver de l'argent maintenant pour payer les jouets? Tu vois comment les gens, les bonnes dames installent les jouets au bas du trottoir, tu vois comment ils vendent. Aujourd'hui maintenant, tu vois comment ils ne vendent plus. Même aujourd'hui, même là, le tissu qui est à 3 000, le tissu est venu à 2 500. Et nous, les parents, on est incapables de payer. Une morosité économique qui s'explique par quelques aspects. Où on va trouver de l'argent? Il y a des sociétés qui sont en train de fermer les maisons. Il y a des grands magasins, les Libanais qui nous donnent à manger, ils ont tous quitté dans le pays. Et où va trouver de l'argent pour payer les jouets? Où va trouver de l'argent pour payer le tissu? Où va trouver de l'argent pour payer les chaussures à nos enfants? On dit que rien ne va. Moi, je suis un conducteur de taxi moto. Si un client m'arrête maintenant là, je tourne derrière, je trouve au moins 4e derrière moi. Il y a bien qui me dit un camp aux Oumakime. Il y a bien qui me dit un camp aux Oumakime. Un petit peu d'Irak, il supermarché de l'UA. Il file de l'UA. Les sous-bateaux de l'eau, le filet d'Ion. Il y a comme tissu, 2500 bébés qu'on fait à tonner de bois. Il y a comme tissu, 2500 bébés qu'on fait à tonner de bois. On est aussi sur le poison. On est aussi sur le poison. On va venir tomber. Donc, dès que nous faisons des tissus, on a le corps, il y a des soins de toile, puis il y a des matins, mon beau doigt. Et là, on va faire un corps, il y a bien pas été la main. Et nous aussi, nous devons sur le boulot. L'État n'a qu'à encore revoir sa copie et envoyer les gens sur le terrain et sonder, parler, demander au peuple qu'est-ce qui ne va pas. Pour rappel, la Noël est une fête chrétienne qui célèbre la Nativité, une célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Le gouvernement béninois, à travers son ministère des Affaires étrangères, a procédé le mardi 12 décembre 2023 au lancement officiel des préparatifs du Hajj 2024. Lors de ce lancement, le gouvernement a fixé de nouvelles conditions. Au micro de ESAE Télévision, El Hadj Gbadamassi Bachirou, membre du sous-comité d'orientation de suivi du Hajj au Bénin, évoque les nouvelles conditions fixées par le gouvernement béninois ainsi que la caution pour l'enregistrement des pèlerins via les sociétés agréées. Suivez plutôt. Quand on dit 49 sociétés, ne voyez pas ça comme ça. Je vous ai dit par exemple que nous avons un consortium, un grand groupe où il y a près de 10 à 8 groupes dedans. C'est comme ça que d'autres aussi ont fait des consortiums parce que finalement, la preuve que l'année dernière, par exemple, il y avait 9 groupes seulement qu'on voyait, mais il y a plein de groupes dedans. Ce n'est pas les 9, c'est des regroupements. Aucune société n'a la force de retrouver elle seule les 200 pèlerins. Donc c'est ensemble, en symbiose, que nous essayons de fixer les 200 pèlerins. Et j'avais dit au gouvernement qu'il y a 4 acteurs pour le Hajj. Il y a l'administration, représentée par le gouvernement. Il y a les sociétés agréées, c'est nous. Il y a l'Union islamique, qui est la fêtière des musulmans. Et il y a les pèlerins. Chaque lot doit jouer sa partition pour que le Hajj marche. Actuellement, l'État est en train de jouer sa partition puisqu'elle a déjà lancé le Hajj. Elle a déjà fixé le prix. Elle a déjà répercuté la date de répercussion de l'Arabie Saoudite sur nous. Maintenant, il reste un aspect qu'ils n'ont pas encore fait là. On leur a demandé, ils doivent faire une communication offensive. Parce que le paradigme n'était pas le même. Avant, c'est après Ramadan. Maintenant que c'est avant Ramadan, il faut faire une communication offensive pour attacher les pèlerins. Pour que les pèlerins puissent savoir que cette année, c'est différent. Parce que vous savez, nous sommes trop négligents. Hein. On se dit, oh non, moi j'ai le temps, hein, c'est Arafat, c'est Ramadan, c'est en certain pays. Si quelqu'un s'amuse à attendre Ramadan cette année et qu'il rate le Hajj, il va s'en prendre à lui-même. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Si on se réfère au Coran, il est bien dit que c'est Dieu qui appelle. Si Dieu appelle quelqu'un, personne n'a la possibilité de l'empêcher de faire le Hajj. Ça, c'est sûr. Même l'Arabie Saoudite ne peut pas l'empêcher de faire le Hajj si Dieu l'appelle. Donc, nous devons nous remettre à Dieu. Deuxième partenaire, c'est les sociétés agréées. Il nous revient, comme ce que vous êtes en train de faire, de nous atteler à informer les pèlerins, à sensibiliser les pèlerins, à chercher les pèlerins sur toute l'étendue du territoire, afin que les gens viennent s'inscrire auprès des sociétés. Est-ce que vous voyez?
Et c'est en ce temps, parce que ce n'est pas nous qui allons prendre notre argent pour aller nous inscrire, c'est les pèlerins qui vont s'inscrire. S'ils ne s'inscrivent pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais on aura une grosse perte parce qu'on aurait déjà déposé 10 millions comme caution bancaire qui peut être vraiment une source de problème avec l'administration. Est-ce que vous voyez? Donc, quand nous, on recrute ces pèlerins et on dépose l'argent, il nous reste de déposer les dossiers de leur passeport au gouvernement et que le gouvernement puisse nous faire les passeports au niveau de la DEI. Après ça, on envoie ça au visa. Voilà notre partition à nous. Ensuite, on encadre les pèlerins pour pouvoir aller sur le site. Vous connaissez le site à quoi pour qu'ils prennent les départs pour l'Arabie Saoudite. Et là-bas, en Arabie Saoudite, on fait le reste pour encadrer les pèlerins. Je veux que le chef de l'État entende notre cri de cœur pour qu'il puisse vraiment nous appeler, voir qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ça. Parce que d'année en année, le nombre chute. En 2022, on a eu 3600 pèlerins. En 2023, on a eu 2880 pèlerins. En 2024, maintenant, sur 2300, on ne sait pas combien on aura. C'est parce que les gens ne sont pas satisfaits que ça dégringole comme ça. Or, si le chef de l'État, connaissant son leadership, puisque c'est lui qui a fait pour que ça marche à Cotonou 100%, tel qu'il a fait que tout marche à Cotonou 100%, pour que Dieu l'aide seulement à faire un déplacement sur l'Arabie Saoudite, rencontrer le roi et lui dire ce que tes sociétés font ici, là. Ils sont en train de faire souffrir mes pèlerins. Et vous allez voir que ça va changer. Ou bien, recommander le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, lui-même, il a promis, parce que c'est un nouveau, très dynamique qui est arrivé maintenant, il a promis de se déplacer. Ici, il faut remercier tous ceux qui font le travail au niveau de l'administration. Il y a la représentante personnelle du chef de l'État, Mme Salamatou Soumanou. Il y a Mme de Laglo, DG, qui est Mme Messan. Il y a la DC du ministre des Affaires étrangères, Mme Inès Kéhékou. Il y a Mme Danko, qui est bras armé d'Aglo. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont, et les cadres des différentes administrations qui sont là, qui travaillent pour que nous réussissions. Mais l'orchestre, le chef d'orchestre, c'est l'ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, El Hadj Bagoudou Adam, qui vraiment se décarcasse pour nous accueillir, pour nous mettre les conditions. Il fait tout ce qu'il peut faire, mais les Saoudiens ne l'aident pas à réussir sa mission parce que ne nous donnons pas les services qu'il faut au temps. On parle sport pour finir cette édition. La 4e édition du championnat national de jeux de balle du Haut-Tambourin se déroule depuis ce jeudi au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Lors de cette journée inaugurale, le public sportif a eu droit à un match plaisant entre les U15 de Azotigre et Amical chez les garçons. Un match qui tourne à l'avantage des garçons de Azotigre, 8-5. Le second match de la soirée a opposé Azotigre et Don Bosco Star Parakou chez les seniors. Tous logés dans le groupe C, une rencontre facilement remportée par Azotigre 8-2. Les autres résultats de cette première journée se présentent comme suit. Dans la poule B, UAC bat Amical 8-1 et Espérance 8-0 et prend la tête du groupe avec 6 points. Dans la poule A, c'est Nirvana qui est en tête avec 2 victoires face respectivement à Academia et l'INEPS 8-2 et 8-0. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.